j'essaie de trouver des ressources à chaque fois et là je sais pas. Tu auras les ressources, je te connais, je sais que tu les auras. Les ressources humaines sont insoupçonnables, tu sais. Hein? Insoupçonnables. J'ai toujours aimé lire. Dès que j'ai pu comprendre le sens des mots, je me suis lancée dans la lecture à corps perdu. Je me servais largement dans la bibliothèque familiale. Il faut dire qu'elle était bien garnie. Entre Jack London, Jules Verne, Paul-Émile Victor, Antoine de Saint-Exupéry, je n'avais que l'embarras du choix, ils étaient tous là. Mais parmi tous les livres que j'ai dévorés, celui qui m'est le plus cher aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le tout premier livre que m'ait offert ma grand-mère, alors que je n'avais que 5 ou 6 ans. À peu près l'âge de ma fille que vous voyez sur l'image. Ce livre, je l'ai lu et relu parfois tard dans la nuit à la lumière d'une petite lampe de poche. J'en ai mémorisé chaque ligne, chaque dessin, chaque détail, tant et si bien que son héros était devenu comme un ami avec lequel je partageais mes secrets. Ce livre, c'était toute une atmosphère, un monde merveilleux et inaccessible qui me fascinait. Je ne sais pas s'il a joué un rôle décisif dans les choix de vie qui ont été les miens par la suite, mais je sais qu'il a laissé une sacrée empreinte dans ma mémoire. J'imagine que nous avons tous un objet, un livre, une musique, un lieu qui nous relie à notre enfance et nous rappelle nos rêves de gamin. Mais j'imagine aussi que certains d'entre nous ici ont rangé depuis longtemps rêves et objets, ou qu'ils les ont laissés se délayer avec le temps. Pourtant, si on y réfléchit, ils n'étaient peut-être pas aussi futiles qu'on veut bien le croire. Dans notre quotidien, on se laisse souvent submerger par toutes sortes de questions. Un sens qu'on voudrait donner à notre existence, le regret d'occasions ratées. On s'essouffle pour rester dans la course jusqu'au moment où tout ça nous paraît complètement absurde. Et c'est souvent là que ressurgit notre rêve. Peut-être pas exactement celui qu'on faisait enfant, mais un rêve qui nous donne envie de tout larguer, mettre les voiles, de changer de cap. Rêver, c'est déjà nourrir une idée, une envie. Alors on s'emballe, on y croit, on tire des plans sur la comète, et puis on se laisse happer à nouveau par le quotidien, et les choses restent comme elles sont. En traversant l'Atlantique à la rame, puis en kiteboat, en allant me frotter au Pacifique, puis à l'océan Arctique, et en poursuivant ainsi ma route, je vais bien au-delà de mes rêves. J'essaye de donner un sens à ma vie. Je deviens qui je suis, tout au fond de moi en me dépassant. J'ai ainsi l'impression de trouver ma place, d'être exactement à l'endroit où je dois être, là où je peux me réaliser pleinement et m'exprimer entièrement. Nous avons tous une place sur cette terre. Et il me semble bien qu'en osant suivre nos rêves, c'est une belle façon de la trouver. Si on identifie nos vrais désirs et qu'on franchit ce premier cap, on réalise vite
l'énergie, comme un petit moteur intérieur qui se met en route et qui nous pousse vers l'avant. On se libère alors de nos entraves et, pas à pas, on peut franchir les étapes suivantes. Évidemment, on ne traverse pas l'Atlantique à la rame du jour au lendemain. Ça se prépare, et plutôt minutieusement. Cela dit, je suis partie d'un univers que je connaissais déjà, pour avoir navigué depuis mon plus jeune âge. Mais je l'avais mis de côté lorsque je suis partie vivre 10 années aux États-Unis. À ce moment-là, je courais après autre chose, jusqu'au moment où j'en ai eu marre, j'ai fait mes valises, je suis rentrée en Bretagne. Pendant mon absence, mon père avait construit une yole en bois. C'est grâce à elle que j'ai renoué avec l'océan. C'est grâce à elle aussi que j'ai réalisé à quel point cet univers m'avait manqué. Alors après avoir ramé sur le même plan d'eau pendant des mois, j'ai eu envie de sortir du cadre, aller plus loin. Et aller plus loin, quand on est bretonne et qu'on scrute l'horizon, c'est de l'autre côté, tout simplement. Ça a été comme un déclic, une évidence. Traverser l'Atlantique à la rame et en solitaire, c'était ça que je voulais faire, et pas autre chose. Donc, 2 ans après mon retour des États-Unis, me voilà au beau milieu de l'océan, sur un bateau de la taille d'une voiture, en un peu plus spartiate, un espace à l'avant pour stocker la nourriture et l'équipement, un cockpit central pour le moteur, moi en l'occurrence, et une cabine à l'arrière qui, à l'image d'une petite tente qu'on jette et qui se déploie, me sert d'abri. Je me retrouve tout à coup minuscule face à l'immensité, ballottée entre le ciel et la mer. Je comprends très vite que il va falloir m'adapter, car sur ce terrain, la moindre erreur peut coûter très cher. Je vous assure, c'est fou les ressources qu'on se découvre dans ces moments-là. Cette capacité d'adaptation qui est la nôtre. Sans doute parce que tous nos sens sont en éveil, mais certainement aussi parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sortir de sa zone de confort nous fragilise, nous perturbe. On l'a tous vécu à un moment ou à un autre. Une expérience nouvelle, et on se trouve complètement déstabilisé. Parce que tous nos codes deviennent totalement inconnus. Il y a quelques années de ça, mon téléphone satellite est tombé en panne. Je venais de quitter les côtes du Pérou et je ralliais la Polynésie, environ 7000 km plus loin, en solitaire. Cette anecdote peut sembler anodine pour un terrien, mais pour un marin, ce téléphone, c'est le seul et unique lien avec la Terre, et réciproquement. C'était le 11 mars 2011. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais mon sponsor venait de m'appeler pour m'annoncer l'accident nucléaire de Fukushima. Un tsunami était attendu sur les côtes péruviennes, il fallait que je m'en éloigne au plus vite. Et puis plus rien. La communication a été coupée. Comme ça arrive souvent avec les téléphones satellites, je ne me suis pas vraiment inquiétée tout de suite. J'ai attendu 1 heure, j'ai réessayé. Rien. 2 heures. T'es sûr que je fais la photo? 3 heures. C'est drôle. Toujours rien. J'ai attendu 1 journée, puis 2, puis 3, et je vous jure qu'on les compte. Et au bout d'1 semaine, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. J'étais définitivement coupée du reste du monde. Et à terre, personne ne savait réellement ce qu'il en était de moi. Le temps s'est arrêté. La solitude a pris son véritable sens. Et dans les premiers jours, j'ai eu l'impression de disparaître, comme gommée du monde des vivants. Et plus je cogitais, plus je déraillais. J'imaginais qu'une partie de la planète avait été rayée de la carte,
que peut-être la Polynésie avait disparu, submergée par une vague gigantesque. Quand on est seul, que le doute s'installe et que la fatigue nous brouille sacrément l'esprit, c'est difficile de garder le bon cap, jusqu'au moment où on lâche prise et qu'on accepte la situation. J'étais vivante, le bateau avançait dans la bonne direction, l'objectif restait le même, pas de changement majeur sur l'horizon. La seule solution, c'était de continuer la route, coûte que coûte. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai continué pendant 78 jours, seule. Et au bout de la route, j'ai trouvé la Polynésie. Mais j'ai trouvé bien plus que ça encore. Toute entreprise présente des risques, vous le savez. Je le savais. Affronter des mauvaises conditions météo, gérer une avarie, un chavirage, c'était des situations pour lesquelles je m'étais préparée avant le départ. Une catastrophe nucléaire, pas franchement. C'est elle qui m'a permis de comprendre que, malgré une préparation minutieuse, et bien qu'ayant anticipé de nombreux pièges, il y avait toujours une part d'imprévu qu'il fallait être prêt à accepter. Que ce soit un cargo de 200 mètres qui fait route sur moi, qui ne m'a pas vu malgré mes nombreux appels à la VHF, ou un ouragan qui change sa route, qui vient me frapper de plein fouet. Ça peut être aussi l'annonce du décès de quelqu'un de proche, qu'on ne serrera pas dans ses bras à l'arrivée. Dans ces heures noires, mieux vaut faire le dos rond. Laisser les choses se poser, éviter que les émotions nous submergent. Ces moments-là, ce sont comme des virages sinueux qu'il faut négocier habilement. Pas des cul-de-sac. En tout cas, ils ne doivent jamais être une excuse pour ne rien faire. Parce que s'empêcher de vivre, par peur de mourir, c'est pas la solution. Partout dans le monde, tous les jours, des tas de gens meurent. Et pas plus ceux qui ont décidé de suivre leurs rêves que les autres. On me répond souvent que c'est pas pareil, que je prends plus de risques, que je joue avec la mort. Mais la vie en elle-même est imprévisible. Et la mort frappe quand elle veut, qui elle veut. Je me suis d'ailleurs souvent demandé si la peur de la mort ne cachait pas plutôt une peur de vivre, tout simplement. Actuellement, je prépare ma prochaine expédition solaire, en solitaire. Je repars l'été prochain, je l'espère, dans ce passage du Nord-Ouest qui est mythique et légendaire là-haut, dans le cercle arctique entre l'Alaska et le Groenland. Je m'embarquerai à bord d'un petit prototype uniquement propulsé à l'énergie solaire. J'embarquerai pour aller naviguer dans le sillage d'Aputiak, le petit Esquimau de mon enfance. Pas fini? C'est pas fini? Dans ce livre, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, de Paul-Émile Victor, il y a beaucoup de magie. Mais là-haut, dans l'Arctique, très honnêtement, il y en a bien plus encore. Et il y a 2 étés de ça, ma route a croisé celle de Nanook, le roi de l'Arctique, l'ours polaire. Tout à coup, il était là. Plus un dessin imprimé sur une feuille de papier, bien vivant, imposant, à 300 mètres devant moi. Lui, super à l'aise, il m'avait repéré depuis très très longtemps. Moi, complètement statufiée, j'avais rien vu venir. Je vous jure que, en quelques secondes, on se sent complètement démuni et insignifiant. Comme vous me voyez là, je suis en sécurité. Je suis encore un peu aux aguets, l'ours traîne dans le coin et je voudrais éviter de lui servir de casse-croûte.
suis inquiète, mais je me souviens très bien à quel point j'étais excitée comme une gamine qui venait de voir le Père Noël. Parce que cette rencontre, au final, ça a été une des plus belles rencontres de mon voyage. Elle en a fait toute la magie. Accomplir son rêve ouvre la porte à de nouveaux comportements. Comme ce petit canot. Il appartient à Ed. Ed, c'est un Canadien de 75 ans que j'ai rencontré lors de mon tout premier séjour à Tuktoyaktuk. Il venait de parcourir 1500 km tout seul le long du fleuve Mackenzie. Il était complètement épuisé, mais tellement fier d'avoir réalisé son rêve de gosse. Il était plutôt petit, pas très costaud, pas du tout un athlète. Mais la force n'est pas toujours ce qu'on croit. Elle ne se mesure pas toujours à la masse musculaire ou au kilo de fonte qu'on est capable de soulever. La force d'Ed, tout au long de ces 1500 km, a été tout supportée sans baisser les bras. Et c'est ça qui est remarquable, cette force qui existe en chacun de nous. Accomplir son rêve ouvre la porte à de nouveaux comportements, à un regard neuf aussi, tant sur nous-mêmes que sur les autres. On réalise alors que nos ressources vont bien au-delà des barrières qu'on s'était fixées et que finalement, on est à la hauteur de pas mal de situations que nous redoutions. Depuis 15 ans que je parcours les océans, je réalise la fabuleuse chance que j'ai offerte à mon existence de donner ce tout premier coup de rame. Et plus j'y retourne, plus je suis persuadée qu'il appartient à chacun de nous de partir à la recherche de son ours polaire, de manière instinctive, au fond de soi, pour tendre vers d'autres horizons. Merci.